Bonjour à toutes et à tous. Il y a des profils que l'on n'oublie pas dans la vie, parce qu'ils allient la sensibilité, la stratégie et une vraie maîtrise des outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah, qui fait partie de cette équipe. Elle est française, installée en Bulgarie, et elle a décidé de faire de l'IA un allié puissant pour ses missions de conseil en communication et marketing. Son quotidien, c'est aider les dirigeants, souvent issus de la tech, à structurer une stratégie claire, cohérente et surtout humaine. Ce qui m'a marqué chez elle, c'est son usage presque organique de l'intelligence artificielle. Sarah ne l'utilise pas comme vous et moi, elle l'utilise pas comme tout le monde. Elle s'en sert pour mieux s'organiser, Notebook LM, on en parlera tout à l'heure, pour mieux exécuter avec Gamma, Perplexity notamment, et surtout pour mieux comprendre ce que veulent vraiment ses clients. Elle parle d'IA comme d'un copilote de la pensée. Et quand on voit ce qu'elle crée, on comprend que c'est pas juste une métaphore. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyril Cieslak, le CEO de Ficolas AI, formateur ChatGPT et consultant IA en entreprise. Et dans The AI Corner, je donne la parole à celles et à ceux qui, partout dans le monde, utilisent l'IA pour transformer concrètement leur métier. Avec Sarah, on va parler de contenu créatif, de gestion mentale, de newsletter efficace, de branding intelligent et de ce nouveau rôle hybride que doivent adopter tous les stratèges d'aujourd'hui. En gros, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Donc bienvenue dans The AI Corner, c'est parti. Salut Sarah. Salut Cyril. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ouais, ça t'a plu la petite intro? Oui, super, j'adore, très fluide et énergétique. Bon, j'ai pas dit trop de bêtises alors, c'est bien toi. Non, pour le moment c'est cohérent et je me retrouve dans la description. Cool, parfait là-dessus. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai décidé de t'inviter, j'avais envie de t'inviter. Je te vois dans dans l'Hacienda, on en parlait tout à l'heure, toi et moi en off. On fait le bonjour à Carlos d'ailleurs, on lui passe un petit coucou. Je te vois beaucoup agir au niveau des réseaux sociaux, je te vois agir dans le marketing digital, je te vois faire plein de choses. Et notamment, tu parlais il y a quelques jours de ça, de Notebook LM. Et du coup, donc c'est un outil que je connais et que j'adore. Et du coup, on va essayer d'en parler un petit peu, toi et moi aujourd'hui, voir un petit peu qu'est-ce que ça t'a apporté. Dans l'ordre des choses, on va parler de marketing digital avant l'heure de l'IA. Donc c'était quoi il y a encore à peu près 2 ans? Comment ça se passait? C'était quoi les différentes problématiques? Puis après, on parlera du marketing digital à l'heure de l'IA. Ben, qu'est-ce que ça nous a apporté du coup, c'est tous ces différents outils? Puis tu nous parleras un petit peu de cas concrets que tu as eu toi. Comment est-ce que toi tu t'en sers? Quels sont les gains en productivité, en idéation, en tout ce que tu peux avoir pour toi et pour tes clients? Et ensuite, on finira par une vision du futur, se dire, bah tiens, dans 5-10 ans, où est-ce qu'on va en être sur ce thème-là? Ça te va le plan? Parfait. Cool, bon, bah c'est cool. Marketing digital, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de toi? Comment est-ce que tu es arrivé là-dedans? Que tu te présentes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'écosystème startup. J'ai commencé depuis Vancouver, puisqu'à l'époque, je m'intéressais à la tech. Et juste avant, j'étais retournée à Paris et j'avais rencontré une boîte de conseil qui m'avait dit ce serait sympa de bosser ensemble pour mettre en relation des industriels turcs avec des acheteurs marocains. Et à l'époque, je découvre tout l'écosystème startup en passant plus de temps sur LinkedIn. Et je me dis, mais en fait, c'est là qu'il faut que j'aille. Et entre-temps, je tombe sur le bouquin de Jean-Baptiste Rudel, qui a créé, donc est un des cofondateurs de Criteo, qui a fait une IPO il y a plus de 15 ans maintenant à New York. Et dans son bouquin, qui s'appelle On m'avait dit que c'était impossible, si c'est correct. Et le livre est finalement pour moi un genre de roadmap qui me guide dans l'écosystème startup. Et je prends des notes des noms qui sont mentionnés dans son livre. Et il parle de Kiwi, une des boîtes de Carlos, une de ses premières boîtes. Et donc, du coup, je m'intéresse au sujet levée de fonds. Je contacte notamment Carlos et je crois aussi à l'époque Frédéric Lanier. Et tous les deux, Frédéric Lanier me parle de Carlos. Du coup, il me dit, il faut que tu lui parles parce que si tu es sur le sujet levée de fonds et si tu veux te former, il faut que tu parles avec lui. Donc, Carlos me prend pendant une demi-heure au téléphone. Il m'explique le système de levée de fonds. Puis après, je décide finalement de changer mon profil LinkedIn en disant que j'accompagne les startups françaises qui voulaient explorer le marché nord-américain.
À ce moment-là, je m'entoure d'un avocat transatlantique qui s'appelle Stéphane Grinjac, qui est français et basé à New York. Et là, on crée un guide pour les startups qui veulent aller sur le marché nord-américain. Donc, on se concentre dans le guide, sur la création d'un guide, France, Canada et US. Et du coup, rien qu'en changeant, entre guillemets, mon titre, à l'époque sur LinkedIn, ça m'a amené des clients, dont des boîtes qui cherchaient à lever des fonds, pas à lever des fonds, mais à obtenir des subventions pour financer de futurs développements à l'international. Et une des premières missions que j'ai faites, c'était d'aller chercher des lettres d'intention de clients et partenaires potentiels au Canada pour ces boîtes-là. Cool. Et voilà. Et génial. Au fur et à mesure, pardon, je t'en prie. Non, génial. Non, pardon. Et au fur et à mesure, je me dis, bah tiens, il y a un sujet aussi sur l'accompagnement des boîtes qui communiquent pas très bien sur LinkedIn, sur leurs produits pour aller chercher des investisseurs. Donc, du coup, j'accompagne petit à petit des CEO et des cofondateurs de boîtes, lesquels ne savent pas comment exploiter LinkedIn. Donc, du coup, je les cadre pour ça et je mixe en fait la création de contenu et les campagnes de lead generation, notamment avec Phantom Buster à l'époque, puisque j'avais rencontré un gars brillant aussi qui est dans l'Hacienda qui s'appelle Basseli. Et Basseli me file 2 ou 3 tuyaux sur le growth hacking. Et du coup, je suis piquée, ça pique mon intérêt. Du coup, je regarde, je commence à exploiter Phantom Buster, que j'ai vraiment exploité à fond. D'accord, ok. Pour moi et mes clients. Et voilà, grosso modo, comment ça a démarré. Ok, super, merci pour cette intro. Donc, on comprend que tu es hyper active, que tu aimes beaucoup de choses, tu as bien la nouveauté, tu veux aider des gens. C'est ça un petit peu le but du jeu, que tu as rencontré plein de monde aux US, au Canada. Super. C'est là-bas où ça se passe, en fait. Principalement Canada, US et des Français aussi qui sont établis aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Et du coup, en fait, en parlant avec chacun d'entre eux, j'ai réussi finalement à connecter les points et dessiner l'écosystème startup qui est au-delà. Alors, pour prendre la ref actuelle, c'est bien au-delà de la station F, grosso modo. Ouais, d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Donc, toi, tu te positionnes là-dessus. Toi, ton job, du coup, c'est d'aider les gens à faire des choses. Toi, tu prends du plaisir, finalement, à créer des choses. C'est ça que je comprends. Oui, tu t'amuses vraiment là-dessus. Surtout exécuter les idées créatives et la vision, puisque la plupart des fondateurs de start-up savent exactement où ils veulent aller et comment ils veulent y aller. Par contre, pour implémenter leur vision et structurer une stratégie, ça, c'est un autre sujet. Soit par manque de temps, manque d'intérêt, ou parce que c'est pas leur métier à la base, ou parce que tout simplement, ils ont un projet de recherche d'investisseurs, ou parce qu'ils vont participer, par exemple, à un salon comme Viva Technologie. Et dans ce contexte-là, bien sûr qu'il faut se mettre en avant, mais se mettre en avant avec 2 ou 3 photos en mode selfie avec Macron, c'est sympa, ça fait plaisir. Mamie est contente, génial. Elle a vu son petit fils à côté du président, c'est chouette. Mais bon, voilà. C'est juste un one-shot. Je suis pas persuadée qu'on puisse vraiment capitaliser sur des one-shots. Ah, écoute, ça lui fera une photo à mettre dans le salon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, ok, je comprends un petit peu ce que tu veux faire. Marketing digital avant l'IA. C'était quoi, du coup, le marketing digital avant l'IA? Donc, il y a encore 2 ans. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu travaillais avec tes clients? Je dirais, alors, pardon pour l'expression, chiant, pour 2 raisons. La première chose, par exemple, quand je me suis retrouvée à devoir faire mon propre site internet, à l'époque, c'était avec Weebly, je crois, et ensuite Wix. Et là, du coup, la perte de temps incommensurable sur la sélection des templates, les fonctionnalités, l'écriture du site, tout simplement, avec les call to action, les accroches, la bio, etc. En fait, vraiment une communication, entre guillemets, à la papa. Donc, qui sommes-nous, qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Tout ça, maintenant, je pense que c'est en train de… C'est plus simple. Donc, oui, du coup, beaucoup de perte de temps, beaucoup de procrastination aussi, parce qu'on peut avoir des idées à l'esprit avec une intention et pas forcément l'exécuter dans des délais raisonnables et constamment, finalement, dépendre aussi des profils, entre guillemets, plus tech, qui savent justement éventuellement faire des sites internet avec du code HTML ou whatever. Et donc, en fait, et à l'époque aussi, oui, je passais beaucoup de temps finalement à rédiger du contenu
entre guillemets, à la main. Donc, voilà, avec une approche, on va dire, avec une intention d'efficacité, mais qui, dans les faits, demandait aussi beaucoup de temps de révision de contenu, de validation de ce contenu, de travail de recherche aussi. Donc, l'IA vient m'aider aussi à avancer plus vite aussi. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, avant, on avait des cases bien remplies. C'est-à-dire que c'était moi qui m'occupais de la partie internet, du front, du back. Moi, c'était la partie marketing. Moi, c'était la partie commerciale. Des choses là-dessus. Chacun devait y aller de son petit temps, qu'on devait à peu près joindre, hein, faire une petite frise où chacun, la partie A, bref, la partie A, B, C devait s'enchaîner pour arriver à faire quelque chose dans quelques semaines, quelques mois. Comment tu la vois du coup, l'IA? Moi, je la vois comme finalement des super pouvoirs. C'est assez bizarre, mais moi, si je fais pas de marketing, facilement, en posant la question à ChatGPT, à Perplexity, à qui tu veux, tu peux avoir des compétences là-dessus intéressantes. Si je veux créer une usine demain, je peux savoir quelles sont les procédures. Si je veux l'électricité qui vient, je peux connaître la procédure, ce genre de choses-là. Donc en fait, c'est un petit peu des super pouvoirs. C'est comme ça que tu l'as vécu, toi, finalement, le passage de avant IA à l'après IA. Oui, définitivement. Pourquoi? Parce que soudainement, j'avais une personne, entre guillemets, hein, notamment ChatGPT, avec laquelle échanger et poser des questions, et j'avais des réponses immédiatement. Donc, en fait, j'avais plus d'excuses pour ne pas passer à l'action et exécuter des idées. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Et puis, l'autre aspect, c'est la vélocité à laquelle tu peux produire du contenu, hein, de manière efficace, et surtout t'éviter de longues conversations parfois avec ton client qui n'est pas forcément disponible et qui va t'inviter dans son bureau pour parler de sa stratégie, mais qui va passer la moitié de son temps sur son téléphone ou à répondre à des emails. Et du coup, ça prend 2 à 3 heures pour sortir le unique selling proposition ou la proposition de valeur unique, ou aussi comprendre les cas d'usage et comment on peut effectivement exploiter l'information à partir des cas d'usage qui sont évoqués par le client pour créer une stratégie de communication qui correspond à une cible et à une intention commerciale claire. D'accord, ok, je comprends. Donc toi, finalement, dans ton process avec ton client, si tu as le même client il y a 5 ans et que tu as demain qui dit: «J'aurais besoin de toi», ton temps du coup ton temps de brain que tu vas mettre là-dedans, il va être divisé par 10. C'est ça que tu me dis, pour une efficacité encore plus? Comment tu l'as c'est quoi ta vision, toi? Parce que moi, j'ai la mienne qui est assez incroyable, sur plein de choses. J'ai l'impression qu'on a fait x2. En termes d'efficacité, on a divisé par 2 le temps qu'on y passe, en qualité, on est x2. C'est à peu près ça que j'ai noté. Je sais pas toi, c'est quoi ton ratio? Là, pour moi, en fait, je le prends comme de la création à la demande, en tout cas pour sortir des premiers jets de contenu qui peut éventuellement répondre à l'intention du client, aux besoins du client. Après, il y a quand même un travail de personnalisation et d'adaptation et de vérification de l'information pour être cohérent et toujours avec une touche humaine. Donc là, en fait, moi, là où je perds plus de temps maintenant, c'est grâce à, par exemple, des outils comme Gamma AI. Là, j'ai un partenaire qui me disait hier, oui, est-ce qu'on peut faire des carousels sur telle thématique là pour le bootcamp qu'on organise en Bulgarie là en septembre. Tous les sujets qu'on va traiter dans notre méthodologie et pendant le bootcamp. Et du coup, là, je me suis éclatée tout à l'heure, une demi-heure avant notre podcast, pour sortir des drafts de carousel qu'on va partager sur LinkedIn. Alors, évidemment, je vais peaufiner. C'est du draft, on est d'accord. C'est du brouillon pour ma mère. Oui, je traduis exact. En français. Merci. Donc, c'est du brouillon. Donc, en fait, toi, c'est en termes d'idéation, toi, ça te fait du bien. Alors, tu joues avec ChatGPT, Perplexity, whatever. Du coup, toi, en tant que cerveau d'une mission que tu as à faire, toi, ça te permet dans ton coin à 23h30 le soir de réfléchir sur un sujet avec ChatGPT et de se dire comment est-ce qu'on peut le faire. C'est ça? Et te rends compte qu'en une demi-heure, tu peux avoir quelque chose de vraiment pas dégueulasse. Il y a ça, et du coup, je peux remplir les trous, entre guillemets, entre l'attente avant un call avec un client, ou une visio, ou un podcast. Donc, enfin, très honnêtement, une demi-heure avant de faire notre podcast, j'étais en train de faire des choses sur Gamma AI, ce qui veut dire que j'ai pas besoin non plus d'être constamment sur mon laptop pour continuer à produire
et répondre aux demandes de mes clients qui peuvent être parfois spontanées ou purement intentionnelles. D'accord, ok. Donc tu te sers de ça. Donc c'est même en dehors du bureau, c'est ce que tu me Oui, dis? et tout le temps sur mon téléphone en fait. T'as ton app mobile, le truc. Ouais. Je me suis Je suis créé dev mon Android profil à la base, hein, donc j'aime bien full ça. mobile. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends là-dessus. J'ai ma femme aussi. Elle a arrêté complètement de se servir de son PC. Elle a dit que dalle. Elle a sa tablette. Elle fait tout dessus. C'est assez dingo. Du coup, ok. Donc toi, en fait, ça te sert à travailler. Est-ce que, tiens, une petite question que j'ai pour toi, ça te sert d'avoir des choses vraiment diffusables après auprès de tes clients assez rapidement, avec vraiment de l'intelligence que tu as mis dedans. T'as vraiment cette sensation-là? Oui, bah, grosso modo, avant, ce qui prenait peut-être 7 jours en termes de donc penser à l'idée, hein, trouver l'outil, l'exécuter, sortir un draft, valider avec le client, puis éventuellement publier. On était sur Ok. 7 à 10 jours. Maintenant, on est D'accord. à 3-5 jours. C'est énorme. Ça veut dire que si j'extrapole un peu, hein, toi, tu es avec tes clients à notre petit niveau, on est d'accord, on a des clients aux US, en France, un peu partout, en Bulgarie, ok, très bien. Si on extrapole ça à la population Mhm. mondiale, ça va être une dinguerie économiquement. On est d'accord? C'est-à-dire que là où tu pouvais faire, t'as divisé par deux finalement, le temps que tu passes là-dessus. Alors oui, tu vas pouvoir produire plus vite. Par contre, l'enjeu, et j'en discutais aussi avec un de mes amis qui est dans la tech depuis plus de 10 ans, moi, 15 ans maintenant, et qui justement m'a fait découvrir ChatGPT il y a 2 ans. Le problème, c'est le pipe, enfin comment dire, la construction de la communauté. Donc en fait, tu ne pourras pas aller plus vite dans la création de communauté, ou tu ne pourras pas construire une communauté plus rapidement que le temps, comment dire, naturel pour Ok. gagner la confiance et faire comprendre à ta communauté que tu as de la valeur à apporter, etc. Ça, je ne pense pas que ces délais puissent être vraiment compressibles dans le D'accord, ok. temps. Donc, beaucoup de contenu produit. Ok. Tu peux même créer 10 contenus par jour si tu veux. Tu sais, entre ton blog, tes posts LinkedIn, tes reels Instagram, tes contenus aussi sur TikTok, des partages de posts dans tes communautés, genre l'Hacienda, etc. Tu peux faire 10 contenus par jour. Okay. Mais Ouais. est-ce que finalement tu vas avoir plus de membres de ta communauté plus rapidement? Ça, j'en suis pas sûre. C'est intéressant ce que tu me dis là. Donc en fait, tu peux faire de la quantité très facilement, on est d'accord, hein, tu peux le faire avec plein d'outils différents. Ça se fait, hein, ceux qui veulent faire de la communication à foison, tu peux en faire 4 posts par jour, c'est vraiment pas un souci. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé sur LinkedIn, ce qui est complètement fou. Moi, je vois vachement la différence LinkedIn il y a 2-3 ans et maintenant. Hein. Je sais pas si quand tu le regardes, enfin, surtout qu'on a l'œil et toi et moi là-dessus, on se rend compte que allez, 2 posts sur 3, c'est ça, quoi, minimum. Quoi. Il y a ça, et puis ça s'instagramise en fait. Donc, tous les influenceurs qui étaient sur Instagram vont progressivement sur LinkedIn, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à aller chercher, notamment sur la création de contenu vidéo. Ouais. Et du coup, éventuellement, ils réadaptent avec un discours plus B2B. Mais un autre point aussi, je pense que sur l'acquisition, enfin la croissance de communautés, je pense qu'on va aller sur finalement la construction de micro-communautés à l'intérieur d'autres communautés. Et Ok. exemple, du coup, je vais peut-être pas annoncer les chiffres de l'Hacienda, mais grosso modo, À toi moi de voir. j'ai eu plus de contacts de qualité en 5 mois dans l'Hacienda avec des échanges ultra pertinents et des personnes qui sont like-minded que sur les 2 dernières années sur LinkedIn. Donc, je crois que finalement, LinkedIn est juste le vecteur finalement pour accélérer le contact avec les personnes avec lesquelles j'échange dans l'Hacienda et qui peuvent regarder mon profil et me dire, bah, tiens, c'est intéressant d'échanger ou pas avec Sarah sur tel ou tel sujet. Mais en amont, on peut avoir donc sur le fonctionnement des channels avec l'Hacienda, on a une grosse communauté avec plein de petites communautés qui sont niches, avec des sujets ultra spécifique et ultra pointu qui est basé sur l'intérêt des membres et éventuellement de leur contribution à hauteur de leurs compétences ou de leur expertise. Tu la vends bien, l'Hacienda. Ouais. Je vais demander Il une va être com content, Carlos. à Ouais. Carlos. Et c'est vrai. Ce qu'a dit Sarah, je suis complètement d'accord là-dessus. Je suis assez bluffé quand tu vas sur le canal intelligence artificielle. Tu sais que tu es avec des mecs qui sont là-haut. Des mecs, parce que tu m'as parlé qu'il n'y a pas de filles, mais tu sais que tu es avec des gens qui sont vraiment là-haut et vraiment tu apprends des choses hyper intéressantes là-dessus.
Je voulais parler avec toi un petit peu de créativité. Ah, on parle de la productivité, on est capable de faire 4 posts par jour sur LinkedIn, plus du TikTok, plus de l'Insta, plus. En termes de créativité, toi il y a 2 ans et toi maintenant, comment est-ce que tu t'analyses, si je Bah peux là, me permettre? du coup, je ne me blâme plus d'être hyper créative. Ah! Voilà. Ah, on y est! Je me dis que c'est vraiment l'ère des créatifs. Vraiment. Je suis d'accord là-dessus. Moi, il y a un truc que j'avais peur il y a 2 ans quand j'ai commencé à jouer avec ChatGPT, je me suis dit: «Merde, la créativité», pardon pour le juron, zut, la créativité humaine va disparaître. C'était ça un petit peu que j'avais en tête et plus j'avance, plus je me rends compte que, qu'elle a encore plus d'importance. Avant, j'avais l'impression que la créativité humaine, c'était 10-20%, puis après tu avais, 70% de technique au milieu, on va dire, et 10% c'était l'IT qui pouvait nous aider. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur 30% d'humains, 70% d'IT. IA. Je sais pas, tu as le même sentiment que moi ou pas, ou je dis une bêtise? Oui, oui, oui. Après, par contre, j'ai quand même remarqué que finalement, par exemple, l'autre fois, je parlais avec un ancien patron d'une boîte de conseil en transformation digitale. Et il me disait, et je pense on est tous les deux sur la même alignement en termes de réflexion, c'est-à-dire que, grosso modo, les profils tech vont être moins demandés, moins sollicités. Et par exemple, dans le secteur du conseil, on aura besoin de gens plus créatifs, mais en capacité aussi de faire du lien avec la techno. Exemple, moi, je sais, par exemple, quand je vois un outil tech, comment je peux le connecter à une stratégie qui va m'aider à exécuter finalement la vision de l'entreprise de manière efficace. Et je vais me dire, bah, tiens, là, tel outil, ça va servir à faire ça. Et donc, du coup, je peux garantir aussi des délais aux clients qui dépendent plus non plus de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur ou de la motivation ou de l'empathie des personnes avec lesquelles je suis censée travailler. Et même dans un processus créatif, maintenant, j'ai même plus besoin de demander à mes amis ou aux gens avec lesquels je travaille leur avis sur mon intention de créer telle et telle chose, puisque je peux discuter avec ChatGPT, sortir mes idées, faire mes recherches sur Perplexity, valider s'il y a un marché ou pas, et tout ça de manière objective et pas sur bon tiens, on va prendre la température de l'air aujourd'hui, ou alors parce que chacun a une opinion, hein, c'est normal. Hein. Mais Bien sûr. jusqu'à présent, ça n'a jamais vraiment été les opinions de mon entourage qui ont fait que j'ai réussi à obtenir des résultats. C'est plutôt le Ouais, bien marché sûr. qui a validé le besoin ou la pertinence de ce que je proposais. OK, OK, hyper intéressant. Du coup, ChatGPT, Perplexity, whatever, tu t'en sers beaucoup pour confronter tes idées et avoir d'autres idées. C'est ça un petit peu là-dessus, structurer les choses? Tu me disais tout à Oui, l'heure, dans ta structure, ça aide énormément. Moi, je sais que sur, certains trucs, c'est une folie. bah, disons que j'ai envie, par exemple, là, je vais me placer un peu, mais mon intention, là, c'est de créer un kit de communication pour les startups qui vont au salon Viva Technologie. OK. Du coup, j'ai mixé ce que j'avais développé comme solution, notamment en utilisant Notebook LM. J'ai demandé à Gamma AI donc à partir d'un prompt, de créer cette présentation qui parle de Vivatech, qui s'adresse aux cofondateurs de start-up, ça c'est à qui je m'adresse, Ouais. et quel genre de kit je peux proposer. Donc, du coup, j'ai listé la création de podcasts avec Notebook LM, la Mmh. revalorisation des données existantes, la création de pitch deck et la création des posts LinkedIn. Et donc, du coup, tout ça, rien que sur la base de cette intention, de ce prompt qui tenait peut-être sur 15 lignes, j'ai une présentation de 15 slides. Alors, évidemment, je l'ai fait vérifier par des personnes qui sont des pros de la présentation ou qui sont aussi mes clients potentiels, dont Olivier qui m'a aidé comment dire, pas synthétiser, mais en tout cas à structurer de façon plus naturelle pour la lecture et la compréhension de la pertinence de la solution proposée. D'accord. Donc du coup, la révision humaine a pu intervenir plus rapidement aussi dans mon process de création. OK. Tu nous parlais de prompt. Moi, j'ai fait un truc Prompt Me avec Famous, comme je te disais tout à l'heure, je fais des trucs aussi aux US, je fais des,
des webinaires, je vais y arriver. Je fais des petits webinaires, j'essaie de donner deux, trois tips, et j'en ai un qui s'appelle Prompt Me, I'm Famous, parce que les gens ont du mal à prompter, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte aussi de la différence, le prompt, c'est la base de tout. Quand tu discutes avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui te permet, j'explique à ma mère, c'est ce qui te permet de, toi, ce que tu as dans la tête, tu le mets sur le papier, lui, il comprend, et te crée quelque chose. Et du coup, je leur ai fait la démo de, c'est la première fois que j'utilise ChatGPT, qu'est-ce que je mets contre, je la structure un petit peu avec les différentes étapes. Et c'est hyper important. Toi, tu as mis du temps à maîtriser la partie prompting là-dessus, tu continues à te former, comment, t'as des prompt managers qui t'aident, comment tu t'es mis là-dessus pour arriver à structurer tes idées et que ça te donne des choses concrètes? Alors, tout bêtement, quand j'utilisais ChatGPT, je posais des questions, on va dire, liées à la vie courante. Hein. Fais-moi une recette, aide-moi à comparer telle et telle offre, voilà, des petites choses du quotidien. Et du coup, je pense que j'étais très, très, on va dire, débutante dans mon approche et je voyais pas le potentiel à l'époque. Maintenant, après donc plus de 2 années de pratique, je suis en capacité de lui faire de générer des prompts, enfin de créer des prompts ultra spécifiques et optimisés. Donc, exemple, génère-moi une proposition de calendrier éditorial pour l'industrie X ou Y, pour telle entreprise qui va participer à tel salon, qui s'adresse à tel persona, et mets-moi ça dans un tableau Excel avec les dates, des extraits de publications et une suggestion de format de contenu et une planification qui va être listée en fonction donc, des personnes en charge, plus les dates et éventuellement les métriques. Tu vois, ça fait au moins, pour bien le détailler, c'est au moins 20 lignes. Mais tu as tout ce qu'il te faut là-dedans. On est d'accord, hein. Moi, ce que je conseille en général, c'est de donner un rôle, après tu lui dis ce que tu dois faire, après tu lui demandes ta sortie. Donc, servez-vous de ça, c'est juste cette base-là, déjà, elle est plutôt pas mal, ça va vous permettre de faire des choses assez incroyables. Du coup, ok. Donc, tu prends du temps, du coup, à créer tes prompts, que tu sois sur ChatGPT, Perplexity ou autre. Tu prends du temps à le structurer. Moi, en général, je me pose, je prends un peu de créativité, je me dis, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je me fais une petite checklist à côté, je mets plein d'idées, puis après, je les retravaille, puis je donne à manger, et on voit ce que ça donne. On est beaucoup dans l'expérience, l'expérimentation. Moi, je crée des GPTs aussi à côté pour moi, pour d'autres, pour des clients, peu importe. Et je fonctionne un petit peu de la même manière en me disant, tiens, des fois j'ai la créativité pour faire les choses bien, des fois un petit peu moins. Et du coup, toi, avec le temps, tu as affiné ta méthode de prompting et finalement, c'est ça qui t'a permis d'avoir des résultats maintenant. C'est hyper sharp, quoi. Et de plus perdre de temps aussi avec les clients, parce que la plupart des clients, tu sais, parce que quand tu dis les gens, pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas prompter. Mais la plupart des gens ne savent pas non plus formuler une demande claire vis-à-vis d'un tiers, que ce soit d'un prestataire ou d'un partenaire ou d'un client. C'est pas évident. Donc, parce qu'on n'a pas appris aussi à être conscient de ce dont on a besoin et du pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses et quelles vont être les attentes. Donc, en fait, quand tu as une démarche de création de prompt, je pense que du coup, c'est ce que je t'ai écrit en prévision de ce podcast. Pour moi, la créativité, c'est intentionnel. Donc, si tu es conscient de ton intention, tu vas être plus clair aussi dans les attentes que tu as et quels vont être les bénéfices pour les personnes avec lesquelles tu vas travailler ou même pour tes clients. Et tu vois, même pour aller plus loin sur le prompt, à partir du prompt, je peux aussi, donc une fois les résultats obtenus là sur ce que je t'ai présenté, je peux dire maintenant je veux que tu fasses une guideline pour mes stagiaires qui vont venir à telle date, qui vont bosser pendant 3 semaines ou un mois sur tel sujet. Et du coup, tu leur fais un plan détaillé des tâches et des actions à entreprendre et tu leur crées un planning ultra précis sur ce qu'ils vont devoir faire pendant le stage. Hyper facile. Et c'est fait en 4 secondes 20 par rapport à tout le contexte que tu peux lui donner. Donc finalement, toi, tu vois des points d'amélioration. Je parle beaucoup de productivité avec mes clients. Je pense que toi aussi, hein, c'est un petit peu c'est pour ça qu'ils nous appellent. Hein. En règle générale, c'est j'ai 10 personnes, j'aimerais bien en virer 2. Est-ce que ça peut se faire?
J'ai un peu de mal avec ça, mais finalement, je commence un peu à m'y faire, hein, bizarrement, c'est assez étrange. Du coup, le terme de productivité, toi, tu leur expliques que si vous embauchez Sarah pour faire ce truc-là, ça va être fait en 2 fois moins de temps et l'efficacité va être mieux que la Sarah il y avait 3 ans, il y a 3 ans. Oui et non, parce qu'en fait, finalement, je pense que la plupart des gens qui viennent vers moi, c'est probablement parce qu'ils sont bloqués sur le sujet IA ou utilisation de LinkedIn. Euh, et du coup, ils voient ma capacité éventuellement à transformer leur vision ou leurs idées en quelque chose de concret, donc avec un livrable. Est-ce que je leur vends que je suis plus efficace qu'il y a 3 ans? Pas certaine. Parce que dans le conseil, finalement, je crois que les gens achètent du temps de qualité, hein, et des échanges et de la disponibilité. Donc moi, ce que j'offre, c'est pas uniquement l'exécution pour la création des livrables, c'est Ok. aussi le temps des échanges au fil de l'eau. C'est les messages spontanés sur WhatsApp, la réactivité aussi pour répondre à des questions sur lesquelles ils ont des doutes, hein, tout simplement. Et puis de la clarification de comment est-ce qu'ils devraient approcher tel et tel sujet à tel moment, dans tel contexte. Puisque par exemple, pour les grosses boîtes, et pas que pour les grosses boîtes, il y a quand même des challenges, on va dire, de politique interne, avec des contraintes internes Bien et sûr. budgétaires qui font que les clients ne s'autorisent pas non plus à essayer des nouvelles choses. Mais si je leur démontre qu'ils peuvent le faire finalement sans avoir besoin de passer par la DSI, c'est une toute autre Ah, mais, histoire. c'est plus la même limonade. Là, clairement, là, tu marques des points. Ok, je vois le temps qui fuse. Notebook LM, est-ce que tu pourrais me parler de ton expérience? Comment tu l'as? Donc, c'est Notebook LM, c'est maintenant accessible en Europe gratuitement, je crois, depuis à peine quelques mois. C'est Google qui le fait, donc c'est à l'heure de l'IA, c'est pas mal quand Google fait des choses plutôt bien. Donc, je suis un ancien partenaire Google, c'est pour ça que je dis ça. Donc Notebook LM, comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce que ça t'a appris? Tu peux nous en parler de ce que tu fais avec, s'il te plaît? Alors, désolée, encore coup de pub pour le podcast Silicon Carnet. Donc, Eh j'ai bien, écouté un des nombreux podcasts de Carlos et du coup, je prenais note de ce que Carlos disait, de ce que Carlos présentait dans une de ses réflexions là, sur un de ses podcasts il y a 6 mois. Et il disait, mais en fait, grosso modo, il avait simulé un podcast avec Notebook LM. c'est Euh, simple. et sa réflexion, je crois, à l'époque, c'était mais du coup, moi, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Enfin, si l'IA fait des podcasts, entre guillemets, mieux que moi, qu'est-ce qui va se passer pour, en tout cas, plus efficacement? Quel est mon futur? Et donc, j'entends parler de Notebook LM une fois, 2 fois, 3 fois. Entre-temps, je me dis, il faut vraiment que j'aille regarder de quoi il s'agit. Donc, je vais sur l'outil, très simple pour le onboarding, très simple d'utilisation. Là, franchement, c'est accessible à tout le monde. Et il y a eu une concomitance de temps avec le fait que j'allais au CES à Las Vegas. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller chercher des startups qui sont françaises, qui sont sur la liste des participants, enfin des exposants au CES, et pour rendre plus sexy finalement leur présentation, parce qu'à chaque fois, ils Mhm. mettent juste un lien vers leur site internet. Du coup, je ne te dis pas, franchement, bon, c'est... Bon, ok. Voilà, pas de commentaires, mais encore une fois, Ok. je ne peux pas les blâmer parce qu'ils n'ont peut-être pas ni les ressources ni le temps pour le faire, donc ça s'explique. Mais bon, tu vas au CES, tu lâches plus de 20 000 ou 30 000 balles. Au bout d'un moment, tu vois, il y a quand même un Ça a de la truc. gueule quand même. Ouais. Voilà, et au moins du coup donner de l'information de manière plus consistante. Par exemple, pour comprendre la proposition de valeur des exposants qui vont au CES, ou même pour Vitalabek d'ailleurs, si tu ne fais pas tes recherches entre LinkedIn et leur site web, etc., c'est très difficile de deviner quelle est la proposition de valeur et comment moi ça peut m'aider, soit en tant qu'investisseur ou en tant que client ou partenaire. Donc, je prends le lien des boîtes, des sites internet, et je les processe avec les informations que je trouve sur le net à propos de cette startup. Et du coup, je sors mes premiers notebooks LM comme ça. D'accord, ok. C'est comme ça. Donc, utilité.
Pour expliquer à ma mère, Notebook LM, on prend un petit peu ce qu'on peut trouver, des URL, des PDF, des vidéos YouTube, plein de choses là-dessus. Vous aurez droit, Ouais. je sais Ou plus même le combien. pitch deck, par exemple. Même le pitch deck, tu peux tout lui mettre dedans. C'est un petit Mhm. bac à sable. C'est un petit bac à sable où tu jettes les choses dedans. Oui. Et finalement, toutes les questions que tu vas lui poser, le résumé, tout ça, ça va rester dans le bac à sable. Quand tu vas sur ChatGPT, Perplexity, il va sur Internet chercher à droite, à gauche, il te met les liens, ce genre de choses-là. Là, le but du jeu de Notebook LM, pardon, c'est d'arriver à avoir un bac à sable. Tout ce que je lui mets, toutes les questions que je vais avoir, toutes les réponses, c'est uniquement dans ces documents-là. Bien. On s'en sert beaucoup, il y a beaucoup de monde qui s'en sert dans la recherche scientifique, dans ce genre de trucs-là, histoire de rester vraiment focus sur ce qu'il y a là-dessus. Et dans ton cas, et dans le mien aussi, hein, je m'en sers aussi de cette chose-là, c'est vraiment, tu peux vraiment t'appuyer sur les sources que tu as là-dedans. Tout est sourcé, tu peux vraiment parler de ce sujet-là, faire des présentations. Comme je te disais, la semaine dernière, j'étais donc aux États-Unis, je faisais le petit webinaire. Je leur ai fait un petit truc, faire une présentation PowerPoint à partir de Notebook LM, ChatGPT, Gamma App. Un quart d'heure. Voilà. C'est tout ce que tu as besoin pour faire alors qu'ils y passaient 8 heures avant. Du coup, ça, c'est vraiment la pierre angulaire, je trouve, moi, aujourd'hui, pour avoir des documents, des informations, vraiment rester focus dedans et les retravailler après avec ChatGPT, Perplexity, whatever. Mais vraiment pour avoir une structure et une analyse. C'est comme si votre cerveau pouvait analyser tout ça, vraiment l'ingurgiter, vraiment le recracher de différentes façons. C'est comme ça aussi que tu l'utilises, toi? Alors, moi, je l'utilise pour aller plus vite dans la compréhension de la proposition de valeur de mes clients, Ok. puisque du coup, eux, ils en parlent d'une certaine manière, mais c'est souvent, entre guillemets, égocentrique, où ils sont très fiers aussi de ce qu'ils ont créé, mais il n'y a pas suffisamment d'empathie et de changement de perspective en fonction de l'utilisateur ou des réponses du marché. D'accord. Ok. Et Ok. comme les deux IA sont très intelligentes, elles vont ressortir des questions ou commenter ce qui est proposé par l'entreprise de façon, comment dire, avec une approche journalistique et en Tout à fait. questionnant. Et du coup, en fait, on voit plus de potentiel avec cette approche qu'avec une conversation ou enfin, de face à face avec le client ou en lisant toute sa doc marketing. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et ce qui est fou, c'est le nombre de documents que tu peux mettre là-dedans. Déjà, alors ChatGPT peut te permettre aussi j'ai créé un petit GPT justement pour des gens qui te permettent de mettre le document et d'avoir des petites choses, des points importants, ce genre de choses-là, c'est plutôt pas mal. Avec Notebook LM, tu le mets dedans, tu peux vraiment discuter cet outil-là. Tu peux créer le petit podcast audio. Ça, je crois qu'on Exact. en parlait aussi. C'est Ouais. ce que tu vas faire ou tu le fais déjà, je Je sais le fais plus. déjà. En fait, j'ai créé Voilà. une playlist, donc un show podcast sur Spotify. Donc, j'ai pris l'application Spotify pour les créateurs. À partir de ça, donc j'ai créé un show qui s'appelle Deep Dive for Brands. Et là, du coup, j'ai Ok. fait tout un tas d'expérimentations en, par exemple, créant des press reviews pour certaines industries, en analysant les rapports financiers de grosses boîtes comme Airbus. Je me suis éclatée aussi à créer un podcast, un audio sur une offre d'emploi chez OpenAI. Putain, Euh, génial. Faut que ouais, j'écoute ça. qu'est-ce que Ça va être drôle. j'ai fait d'autre? Raconter l'histoire aussi de l'hôtel Lutetia à partir d'une newsletter diffusée dans LinkedIn. Et tout ça. 2 petites secondes, pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un peu de monde dehors et Vas-y, ensuite. vas-y, vas-y. Vas-y, je t'attends. Pas de souci. Donc Sarah nous dit finalement qu'elle se sert, oui, de Notebook LM beaucoup et que ça lui permet d'y voir clair. C'est vraiment ça que je trouve intéressant dans ce que tu disais. Voilà, you're back. Ce que je disais Voilà, là-dessus, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment d'y voir clair. C'est ça que toi, ça te permet vraiment de clarifier. Tu prends voilà, une newsletter du Lutetia et tu peux créer une histoire là-dessus. Et ça, on pouvait pas le faire avant. Hein. Moi, avant Notebook LM, je pense que je pouvais pas faire ce genre de truc-là. Honnêtement. Hein. il y a ça, et puis en plus, du coup, tu peux prendre tout un tas de données, par exemple, sur le secteur du tourisme ou le monde des digital nomades, whatever. Et du coup, tu peux vraiment mixer toutes ces sources finalement Mhm. et les processer de façon synthétique, avec des conversations intéressantes qui apportent de la profondeur aussi. C'est pour ça que ça s'appelle deep dive. Hein. L'idée, c'est d'aller en profondeur. Et je pense que, tu vois, à l'inverse d'un outil comme ChatGPT qui va être plutôt arborescent, où finalement, tu vas
continuellement poser des questions qui vont créer des nouvelles branches et connecter tout un monde sur ton sujet ou sur ton prompt. Ouais. Là, à l'inverse, avec Notebook LM et le Deep Dive, tu vas quand même de manière plus approfondie. Et les questions qui te sont suggérées, qui peuvent être posées dans le chat, finalement, c'est pour avoir une infinité et une infinité de détails qui donnent de la matière pour nourrir tes réflexions ou pour créer du contenu de manière plus approfondie et pas juste regarder notre nouveau logo, puisque du coup, il y a des gens quand même qui sont très, très analytiques et ils aiment bien aussi qu'on leur dise, par exemple, pourquoi finalement Notebook LM est pertinent dans leur contexte d'utilisation pour leur business et avec des éléments techniques en fait. Bien sûr, je suis complètement d'accord là-dessus. Et le petit add-on qu'ils ont mis il y a à peine 15 jours de ça, c'est le petit mind map. C'est absolument dingo. Quand tu as 20 documents, tu arrives à créer une mind map facilement pour voir les différents trucs. Je l'ai fait avec des gens sur le café, justement, pour savoir un petit peu, c'était fou. J'ai appris plein de trucs et en un minimum de temps, donc c'est assez fou. Je vois le temps qui passe, du coup je me dépêche un petit peu, que j'avais pas montré, tu vois, des cas concrets d'utilisation de l'IA dans ton activité. On en a parlé un petit peu là-dessus. Est-ce que tu as des cas concrets que tu aimerais partager avec nous? Des choses Oui, intéressantes? là, Ouais. récemment, on a lancé pour promouvoir le bootcamp qui s'appelle Vortex Bootcamp à Bansko en Bulgarie. Donc là, je fais un partenariat avec un professeur de l'EM Normandie qui est aussi à la tête d'une organisation qui s'appelle Intelligence in Life. Et avec lui, on crée donc à partir de ses cours des extraits de ses cours avec Notebook LM qui sont diffusés dans un podcast qui est dédié au bootcamp. Trop bien, c'est génial. Donc en fait, tu crées des choses nouvelles grâce à tous ces outils-là, tu crées des choses nouvelles encore plus impactantes, c'est ça que je me dis? Alors, plus focus et plus niche aussi. Parce que là, du coup, je ne crée plus de contenu pour essayer de plaire à tout le monde, mais vraiment pour adresser un sujet spécifique dans un contexte de lancement de produits ou de services de manière plus, comment dire, efficace, puisque au lieu que les partenaires ou les clients me disent, bah moi, je pense à ça, j'ai envie de faire ça, etc. Bah non, on va d'abord regarder ce Ouais, que tu as et on va exploiter l'existant. d'accord. Et donc, du coup, on n'a plus besoin, entre guillemets, de réinventer la roue, mais par contre, on va recréer du contenu à partir de l'existant de façon plus intentionnelle, plus structurée Ouais. et plus efficace aussi, puisque structure des contenus. C'est facile, par exemple, de partager le mind map. Du coup, le client peut réexploiter cette mind map pour structurer sa ligne éditoriale, par exemple, pour son blog, ou même Mmh. pour alimenter sa page entreprise LinkedIn ou son profil LinkedIn. C'est très intéressant ce que tu me dis, ça me fait penser à une chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser il y a 2 ans et demi à l'IA, quand je tombais amoureux de ChatGPT, hein, direct, voilà, il y a pas eu de il était ni raciste ni misogyne. Waouh, super! Allez, on joue avec, c'est trop bien. Et du coup, ce que je trouvais intéressant au départ, j'avais un petit peu peur, je me disais: «Waouh, l'humain ne va plus exister, l'individualité ne va plus exister, tout va être», tu sais, comme dans les films de science-fiction qu'on a regardé il y a pas longtemps de ça, et plus de temps j'y passe, plus j'ai l'impression que l'humain va reprendre la main là-dessus. On va pouvoir créer, comme tu disais là-dessus, des contenus hyper spécifiques, très intéressants pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction de l'état d'esprit de la personne qui va recevoir le message que tu vas lui transmettre, hein, je parle à la communicante, en fonction de ça, tu vas pouvoir réellement adapter les choses. C'est comme ça aussi que tu le vois, toi? Tu te dis, tu peux vraiment faire du cas particulier pour chacun? Ouais. Je vais faire la comparaison avec Netflix. Si tu es à fond sur Vas-y, les ouais. séries, certains types de séries, ils te suggèrent constamment du contenu qui est similaire à ce que tu as déjà vu. Donc, en fait, l'avantage, imagine que Netflix puisse te créer la bonne série à la demande sur les sujets que tu aimes ou qui te passionnent. Ben moi, grosso modo, je le fais avec Notebook LM. Grosso modo, je peux créer le contenu sur mesure des gens qui ont un intérêt spécifique à un moment T. Et ça, je peux le produire presque à la minute. OK, hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'avant, on faisait des grandes publicités, d'un grand soda, le truc qu'on mettait dans tous les pays du monde là-dessus, et toi, finalement, tu vas nous faire un petit soda adapté à chacun. C'est ça que tu me dis? Exact. Et donc, du coup, OK. aller vers une démarche d'hyper-personnalisation adressée à des micro-communautés qui ont des intérêts. Voilà, on peut reprendre encore l'histoire des channels là, sur WhatsApp.
Mais disons que demain, je serai capable de faire, et je le ferai si j'ai le temps, mais faire une press review sur chacune des thématiques qui sont abordées dans les channels WhatsApp et envoyer spécifiquement à, par exemple, à Pascal ou à Cyril. Tiens, j'ai vu que la semaine dernière, tu parlais de tel sujet. Je t'ai fait une press review avec tous les articles disponibles dans Le Monde et dans Le Figaro et dans d'autres journaux comme Madines, etc. Écoute, il va écouter Regarde ça un peu pendant ce que 5 c'est. minutes. Génial. Donc finalement, l'IA va pouvoir nous permettre de récupérer de l'info hyper pertinente pour Pierre, Paul et Jacques. Exact. Waouh. Et de C'est créer assez vraiment fou, à hein. la demande. C'est assez fou parce que finalement, dans le marketing, c'était ce que tu faisais toujours. On essaie d'adapter le message marketing à la target. Ça, c'est la base là-dessus. Et maintenant, tu dis, si la target, elle a 40 ans ou 50 ans, c'est plus la même chose. On peut adapter le message en fonction d'eux. Donc, dans ce cas-là, dans le marketing, l'IA est hyper intéressante. Là, pour le coup, je raisonnerai plus en termes de catégorie socio-professionnelle. Ouais, Mais joli. par contre, je partirais sur le fait que chacun à un instant T a des besoins, des sujets d'intérêt qui le passionnent. Et du Ouais. coup, nous, on va répondre à l'instant, presque à la minute, à nourrir, contribuer à nourrir son intérêt pour un sujet en transformant du contenu prêt à être consommé rapidement et efficacement. Ok, je comprends ce que tu veux me dire. Quand tu dis que tu fais ça, toi, tu es dans le marketing, tu es vachement dans l'IA, donc tu communiques là-dessus. Quoi, les gens, ils te prennent pour quelqu'un qui est vachement en avance, quelqu'un qui est un peu fou, quelqu'un qui... C'est quoi la sensation des gens, du coup, que tu vois là-dessus? Ils adhèrent tous? Pas vraiment? Il y a de la crainte? Il Comment tu le vois? il y a deux. Après, moi, j'ai la chance quand même d'être entourée de personnes que je trouve très, très intelligentes et hyper en avance sur la façon d'aborder les sujets IA. Donc, Ok. je n'ai pas encore fait face à des critiques. Par contre, je pense que l'instantanéité, la spontanéité et la créativité peuvent être, comment dire, perçues comme inintelligibles par certains, comment dire, garde-fous. Ouais, j'entends. Tu vois. Et j'ai vu passer là récemment un post d'une RH sur LinkedIn qui se plaignait que une candidate community manager avait tout J'ai créé vu. avec ChatGPT. Et du coup, elle la casse en disant ouais, mais vraiment, grosso modo, si t'es pas capable d'avoir des idées, enfin, t'as rien à Bien. faire comme manager. Ouais. Mais en fait, est-ce que tu peux blâmer quelqu'un d'être en capacité de voyager en hélicoptère? Tant mieux. Si la fille, elle a compris qu'elle allait plus vite en voyageant avec un hélicoptère versus à se galérer sur la ligne 13 tous les Bien sûr. matins, je pense, voilà. Donc, en fait, il y a aussi une guerre intellectuelle, une guerre avec les garants des pratiques, entre guillemets, à l'ancienne, parce que du coup, ça peut faire peur aussi certaines personnes en disant, mais Ouais. en fait, et de toute façon, après, ça, c'est quand même très, très français. Hein. Enfin, moi, je l'ai vécu en entreprise, j'avais travaillé pour des grosses boîtes. Ça faisait littéralement, c'est mon expression, Oui, j'ai compris, merci. certaines de mes collègues que j'aille 3 fois plus vite qu'elles, et c'était même bien avant l'IA. Déjà, oui, bah oui, oui, ça je me souviens, on a tous des gens comme ça, ouais. Donc, Mm. c'est sûr. Donc, effectivement, ça va en gêner certains. Et après, qu'est-ce que j'ai observé d'autre? Ah oui, si, l'autre fois, j'ai demandé à un de mes contacts de me demander ce qu'il pensait du format podcast pour écouter des pitch decks pour présenter des startups pendant Vivatech. Il dit non, mais moi, j'écoute pas les podcasts pour ça, j'ai pas le temps. Ok, bon, c'est pas. Ok, très bien, c'est son avis à lui. Donc, du coup, moi, je me concentre sur ce que je peux faire et essayer d'apporter un maximum de valeur avec ceux qui sont prêts justement à prendre le virage. Parce que le coût actuel de la production, et tu sais ce que c'est, de créer un podcast de A à Z, le temps, le budget, le matériel, etc. Si tu dois le faire de scratch avec tes moyens, Mhm. c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Là, on peut faire aussi des podcasts adaptés et adaptables au fil des événements et dans le contexte de participation des salons. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, pour Vivatech, on peut répéter le même process ou l'adapter pour le CES ou pour le Web Bien Summit. sûr,
Bien sûr, de toute façon, faut itérer, hein, ça fait partie, c'est dans l'IT, c'est un petit peu la base. Intéressant là-dessus. Je continue un petit peu, je vois le temps qui passe, tu ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. Je voulais te parler de vision du futur dans le marketing digital, mais je voulais parler d'abord, juste avant ça, un petit peu de nos descendants, nos enfants. Comment est-ce qu'eux voient les choses? Comment toi tu vois finalement le futur du marketing digital dans 5-10 ans? Et au niveau, parce que moi, avec mes enfants, je travaille déjà là-dessus, parce que pour moi, c'est tellement logique et je leur montre ce que je fais justement pour les inciter, pour leur dire si ton père, bête comme il est capable de, tu dois pouvoir le faire, mon fils. C'est ça un petit peu la logique. Comment est-ce que tu le vois avec la jeune génération, toi? Je pense qu'il faut que les parents ou l'entourage des enfants ne négligent pas la pratique de l'écriture. Bien sûr. Donc, le bon vieux carnet avec le stylo, le crayon de papier, la gomme, ça, il faut que ça fasse partie des skills et que ce soit maintenu Bien sûr, je suis d'accord. dans l'apprentissage des enfants. Ouais. Et puis ensuite, je pense qu'il est important aussi qu'ils arrivent aussi, qu'ils aient le goût d'aller faire des recherches. Moi, quand j'étais gamine à l'école, tu sais, le mercredi, on avait accès, on devait aller à la bibliothèque. Du coup, j'ai appris à aller chercher les bons bouquins pour faire des recherches sur les sujets d'études qui étaient traités à l'école, etc. Donc, oui, les grands Larousse, etc., ça, il ne faut surtout pas que ça disparaisse. C'est Il faut clair, qu'on ait la le notion de goût. bouquin, j'en ai plein là à côté, la notion de bouquin, j'ai beau, je dis ça à plein de monde, hein. Je suis dans l'IA, mais je lis énormément de bouquins aussi à côté. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas remplacé à 100%. J'ai des amis, tu vois, en entreprise, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas touché un stylo. C'est compliqué. Triste. Moi, je Moi, sais que j'ai enfin, besoin de ça, là. Tiens, regarde. Tiens, regarde ce que post-it. j'ai, là, tu vois. Ouais, tu vois, regarde, j'ai tout ça là-dessus, j'ai mon Ouais. stylo toujours à la main. Ça nous permet de faire là-dessus. Je te parlais un petit peu des jeunes générations parce que moi, c'est une vraie question que je me pose. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Je les mets plouf dedans, je les mets pas, il faut que j'apprenne. Il se sert de ChatGPT pour faire ses devoirs. Ses copains trichent à l'école lors des devoirs, ils ont le téléphone dans la trousse. Enfin bon, tu connais toutes les étapes. Et je me dis, comment est-ce que je fais? Donc toi, finalement, le conseil que tu donnes, c'est de dire, OK les gars, tu gardes toujours un crayon, un stylo, du papier, histoire de jeter ta créativité dessus, te laisser Oui, et parler puis sans d'avoir écran. aussi, tu sais, ton cerveau, il imprime de l'information quand tu es dans l'action. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis pas contre aussi non plus l'apprentissage en continu et au fil de l'eau avec des podcasts, parce que, tu sais, au lieu d'écouter de la musique, je suis un peu du nom du rappeur, mais, Oxmo Puccino, comme ça. Ouais, Et bien, on peut remplacer ça aussi avec l'écoute de podcasts qui peut être produit par l'école. Et puis, on peut imaginer que les instituts préparent une sélection de leurs cours à écouter justement avant de venir en cours. exactement. Là, tu vois, je discute avec des profs aussi, on se pose la question de comment est-ce qu'on l'intègre facilement. Donc tu as l'aspect, des enfants, donc des Mhm. adolescents et tu as l'aspect des parents de la réception du truc. Donc en fait, on est en train de préparer des trucs pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Comme je te disais, l'aspect prompting, Mhm. pour moi, ça va être la base. Quand je vois mon grand qui a 13 ans, je me dis, s'il est capable de bien prompter, il va être capable d'avoir des résultats hyper intéressants. Et son premier réflexe, quand il a joué avec ChatGPT, il m'a dit, mais il me répond de la c'est de la ça va pas du tout ce Mhm. qu'il me répond, parce que c'était mal formulé, évidemment. Donc je pense qu'il y a une grosse éducation là-dessus, hein. Je crois que c'est en Chine où en Chine ou en Inde, je te dis une bêtise, je crois que c'est en Chine, ils vont voilà des cours d'intelligence artificielle dès le collège, Mhm. sur tout le monde. T'imagines un petit peu? Mais il faut, Euh, après, pour moi, sincèrement, enfin, tout le monde a peur, enfin, certaines personnes ont peur, Tout à mais fait. c'est pour moi, je fais parallèle avec deux choses. Euh, Quand l'électricité est arrivée, il y a des gens qui ne voulaient pas y toucher parce que c'était dangereux. Il y a plein C'est de vrai. gens qui refusaient d'utiliser l'électricité. Ouais. Donc voilà, il y a eu un temps d'adaptation pour se dire, bon, c'est finalement pas dangereux. Quand le téléphone est arrivé aussi, pareil, grosse question. Et du coup, des doutes sur la sécurité, sur comment ça allait transformer aussi la société. Et en fait, pour moi, l'IA, c'est ni plus ni moins aujourd'hui que la force de quand l'accès à l'informatique s'est démocratisé en fait. C'est même un petit peu plus que ça. J'ai vu des chiffres, des trucs, c'était aussi fort que l'électricité, ouais.
plus fort qu'Internet. Donc voilà, plus de choses là-dessus qui vont se faire. Et en termes d'usage concret, c'est le nouvel, c'est le nouveau, c'est la nouvelle informatique et avec Je le crois, hardware qui finalement sera plus le laptop à terme. Hein. Je pense qu'on va tous switcher sur je du pense. mobile et du mobile aussi en mouvement. Là, j'avais vu au CES les lunettes qui te permettent, qui remplacent en fait ton écran d'ordinateur. Et tu as ton clavier et tu as tes lunettes qui sont ton écran finalement et C'est tu logique. travailles comme ça. Non, non, mais ça avance clairement là-dessus. Il y a eu un avant, il y a un avec. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Donc, à nous tous de faire avec et tirer au mieux là-dessus. Vision du futur du marketing digital, on n'a pas eu le temps d'en parler. Comment tu vois ton business finalement dans 5-10 ans? Comment tu vois, comment ça va tourner selon toi? Bah alors moi, pour mon business, je pense que maintenant, c'est clair. C'est One Woman Show. Yes. Et du coup, voilà, devenir l'orchestre d'un point de vue stratégique sur la compagnie. Ouais, c'est bon, Et, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui se c'est passe en souvent quand je suis Bulgarie? dans mon monologue que j'ai une coupe la chic. Ça arrive. Ouais. Et tu sais ce qu'ils vont nous dire, tous les gens qui regardent ça sur la planète, ils disent ouais d'accord, là en Bulgarie, il y a l'internet qui fonctionne pas. Non, non, Voilà ce c'est qu'ils pas vont se vrai. dire. C'est pas comme Bulgarie. T'inquiète. On est d'accord, ça un petit peu partout. Ok. Donc finalement, la vision du futur du marketing digital, c'était de se dire quoi? Ça va continuer là-dessus, beaucoup plus d'IA, beaucoup plus de personnalisation, c'est ça que Ouais, tu nous donc disais le tout à One l'heure? Woman Show, donc Oui. de plus en plus de, on va dire, micro-entrepreneurs ou solo-entrepreneurs qui vont opérationnaliser des stratégies de manière efficace avec de la semi-automatisation et de l'intelligence artificielle. Et puis aussi deux mondes qui vont vivre en parallèle. Hein. Donc la version Shein de la production de contenu Ok, et la d'accord. version Hermès. Et seuls les gens qui ont un esprit analytique et qui savent pourquoi ils vont exploiter certains outils ou avoir recours à certains services, seules ces personnes-là sauront faire la différence entre la vraie valeur apportée à l'instant T et l'intérêt aussi de l'utilisation de certains produits ou services. Donc d'un côté, beaucoup de Bon, ok. consommation très courte avec des effets de mode. Ok, Voilà. je vois. Et là, du coup, on aura 10 nouveaux produits. Là, sur une année, là, j'ai vu à peu près 2 ou 3 nouveaux produits sur la thématique de LinkedIn et la création de contenu sortir. D'accord, ok. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça va faire partie d'un marché de masse accessible à tout le monde. La Bien question, sûr. c'est comment est-ce que ça va être exploité avec intelligence et de manière stratégique et structurée et avec de la valeur. Et pour moi, la vraie valeur de l'IA, c'est l'humain qui la pilote derrière et qui Mhm. échange de manière contextuelle et avec de la création dans un contexte précis qui va apporter de la valeur sur des temps courts, mais avec une certaine pérennité et adaptabilité. D'accord. Donc les Ok. agences traditionnelles qui vendent des belles prestations Mhm. d'accompagnement sur la créativité et de la stratégie, je pense qu'elles vont revoir aussi leur modèle parce que le client, il ne va pas vouloir payer aussi cher qu'avant Normal. pour un draft qui aurait été créé en 3 minutes à peine avec Gamma Ok. AI. Donc, si je comprends bien, là, on est en train de terminer. Donc, si je comprends bien, toi, ce que tu me dis, c'est que l'IA va faire beaucoup des one-stop shop tenus par des femmes, des hommes, peu importe. Que les entreprises à 1000 employés, il va en avoir beaucoup moins. On va être beaucoup plus sur je crée du contenu moi et je suis spécialiste du marketing, spécialiste du commerce, spécialiste de l'IT, ce genre de choses-là. C'est un peu comme ça que tu le vois et tu vas pouvoir créer des choses là-dessus. Tout le monde va devenir plus ou moins son propre expert, qui aura de la légitimité dans un certain contexte. Cet expert sera assisté par des outils IA pour délivrer ses prestations ou rendre son travail à Ok. sa direction. T'imagines ce que l'humanité va être capable de créer avec tout ça? C'est juste, je pense qu'on se rend pas bien compte encore que, il y a des personnes comme toi, comme moi, comme plein d'autres, qui vont être capables de faire des choses assez incroyables, avec nos petits bras musclés, notre tête, plus l'IA, Après, quoi. par contre, bon, je vais faire un peu l'avocat du diable. Et puis le but, c'est pas de casser tout le monde, mais voilà, je pense que tu connais, enfin, tu es de la génération Rémi Gaillard, on peut être n'importe qui. Alors Tout à maintenant, on fait. pourra être n'importe qui, n'importe quand,
pour faire n'importe quoi, vendre n'importe quoi à n'importe qui. Pas Si on mal. pousse le bouchon un peu loin. Et comme disait Maurice, du coup, je pense qu'il y a des bouchons qui vont être poussés très très loin, au point d'appauvrir aussi la capacité des gens à réfléchir, prendre des bonnes décisions, se poser les bonnes questions. Donc du coup, on va avoir un appauvrissement, je pense, du cerveau de certaines personnes. Et de l'autre côté, l'émergence d'une élite qui sera toujours au service des élites. Donc, une démocratisation finalement de la tech, de l'IA, mais avec deux niveaux d'utilisation et d'exploitation, soit pour des raisons purement économiques, et créer encore plus de valeur pour certaines élites, et de l'autre, un appauvrissement des cerveaux avec juste des gens qui vont être du temps de jus de cerveau, comme disait TF1, et du temps d'attention pour faire pousser une consommation excessive par les masses. Ok, donc si je comprends bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer, vaut mieux du bon côté que du mauvais côté de la barrière. Donc si je dois passer un message à ceux qui regardent ce podcast, c'est il faut s'y mettre les gars. On y va. Exact. Il n'y a pas de temps à perdre, que ce soit Sarah, moi et beaucoup d'autres, on est déjà sur le coup. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut s'y mettre maintenant. Le train, il a déjà quitté la gare, il est en train de partir. Montez dedans, histoire de pouvoir créer des choses exceptionnelles pour vous, pour vos enfants, pour tout le monde. Je te dis, je pense pas qu'à moi, je pense aussi à mes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux, qu'est-ce qu'il y a de bien. Donc, on se met à fond sur l'IA et on y va. C'est bon? Exact. Ça te va? Et arrêtez de se poser des questions, là. Tester, ça prend 3 minutes de tester Gamma AI. J'ai essayé de former ma sœur sur le sujet. Ça m'a pris 2 heures pour la convaincre. Elle l'a fait. Elle me dit mais c'est pas exactement ce que je voulais, etc. Ça m'a fait gagner du temps, mais peut-être pas suffisamment parce que du coup j'ai dû revoir les trucs par rapport à la charte graphique du client. J'ai dit mais tu vois, au bout d'un moment, entre ton PowerPoint d'il y a 10 ans, est-ce que tu étais capable de faire là en même pas une demi-heure? Bon, tu vois, faut relativiser quoi. Donc le niveau d'exigence des gens peut être aussi très très particulier. Je suis d'accord. Et le fait, tu vois, que nous, on utilise ça, faut aussi, il faut former des gens, faut former ta sœur, faut former d'autres personnes, faut former tout ça. Et je me rends compte de la difficulté, je te disais que j'étais formateur aussi, je me rends compte de la difficulté, ce genre de choses-là. Mais je me rends compte moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet waouh aussi. Les gens, t'as eu ta sœur, quand tu l'as vue, elle a dû dire waouh, punaise, sérieux. Non, elle est hyper sceptique surtout. Tu lui peux passeras le dire, bonjour. demain, je lui dis, écoute, je suis devenue associée avec Elon Musk. Je veux dire, ce serait du même niveau que. Ça bouge pas. Non. D'accord, d'accord. Mais elle serait fière, mais elle va pas sauter au plafond direct. D'accord. Écoute, si je dois finaliser là-dessus, c'est émerveillons-nous. Continuons, toi et moi, de nous émerveiller. Embarquons des gens avec nous dans cette histoire. Montrons les capacités des systèmes, en bien, en mal, peu importe, voir ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, l'être humain n'a plus le choix, il vit avec l'IA. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on la laisse rentrer, on la laisse pas rentrer. Non, on est avec, elle est partout sur la planète. Vous voulez organiser votre trip, c'est ChatGPT qui vous l'organise. Enfin, bref. Voilà, il y a tout ça là-dessus, donc faisons ce qu'on peut au mieux. Les gens qui ont envie de l'intégrer, aidons-les à les intégrer, à l'utiliser au mieux, et puis voilà. On s'amuse. C'est bon, ma Sarah? Oui, très bien. Merci, Cyril, Je c'était coupe là-dessus. génial. Écoute, je te remercie. Je vais cliquer du coup sur End Recording, et puis on débrief ensuite, toi et moi. Ok? Très bien, avec plaisir. À la communauté, à bientôt pour une prochaine, avec un grand plaisir, avec des gens aussi intéressants que Sarah. Ciao, ciao. Merci. Salut.